Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire Finance Innovation intitulé Éthique et secteur bancaire, la face cachée de l'iceberg. On est ravi de vous accueillir aujourd'hui, donc avec Only One Goodvest et la NEF, Finance Éthique. Rapidement, pour les gens qui ne connaissent pas Finance Innovation, on est une association fondée en 2007. Voilà, on compte plus de 600 membres à l'heure actuelle, composés à 2 tiers de FinTech et un tiers de cabinets de conseil, grands comptes et investisseurs. On est leader français de l'accompagnement, donc des FinTech, InsurTech et acteurs du secteur financier. Voilà, donc nous, notre but, c'est d'aider à tisser les FinTech des liens avec des partenaires nationaux, internationaux et lever des fonds et accélérer leur croissance. On est donc ravis aujourd'hui d'accueillir Only One et Goodvest et donc la NEF pour ce webinaire. Et je vais maintenant laisser la parole à Virginie de Only One. Oui, alors merci Clément de nous accueillir chez France Innovation de manière digitale, mais on est habitué maintenant. Et on va parler éthique et secteur bancaire, la face cachée de l'iceberg, un sujet complexe qu'on va traiter en 1 heure de manière à essayer d'adresser un maximum de sujets et de problématiques. Autour de l'écran, bah oui, on est obligé de dire un petit peu ça aujourd'hui. Plusieurs personnes, on s'est réunis puisqu'on a des mêmes, on est porteurs des mêmes messages et de convictions similaires. Je vais commencer par moi, c'est pas très poli en général, mais comme je suis la seule femme de l'auditoire, je ne vais pas me priver. Donc je suis la CMO de Only One. Nous venons de lancer notre application tout en un pour gérer notre argent au quotidien avec un compte digital, un éco-coach qui nous mesure notre empreinte et qui nous donne nos bilans carbone et même des conseils, et une place impact avec un certain nombre de partenaires, dont Goodvest d'ailleurs, pour permettre d'avoir plusieurs solutions pour gérer son argent. Mais avec moi, Kamel, le CEO, sera plus à même de se présenter et d'en parler. Kamel. Alors, bonjour, merci Virginie. Écoute, tu l'as très bien présenté. Moi, je vais me présenter moi personnellement. Donc, je suis le cofondateur et président d'Only One. Donc voilà, donc j'ai lancé Only One il y a 2 ans maintenant. On est, comme disait Virginie, maintenant en live, c'est-à-dire que notre compte est téléchargeable depuis l'application, depuis l'App Store et Google Play. Moi, personnellement, j'ai travaillé pendant 17 ans dans la banque, des grandes banques françaises et internationales, où je m'occupais surtout de la partie un peu conformitaire en fin de carrière. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Je vais laisser la parole à mes camarades. Qui se lance? Allez, Léo. Bonjour à toutes et à tous. Merci Virginie pour la prise de parole. Moi, je suis Léo Miranda, je suis donc responsable innovation et marketing à la NEF. Alors, nous, on est un vieil acteur, plus vieux que moi, même en termes d'âge, on a plus de 40 ans. On travaille en France exclusivement sur la finance éthique, donc vraiment la collecte d'épargne solidaire auprès du public, notamment des particuliers. On utilise cet argent pour financer des projets à impact dans les domaines de l'écologie, mais pas seulement, également dans l'économie sociale et solidaire, également dans le champ culturel. Et on a eu un assez fort développement. On a été assez peut-être timide pendant une bonne vingtaine d'années, 25 ans, mais depuis le début des années 2000 et notamment la crise de 2008, on a beaucoup grandi, poussé par une réflexion de plus en plus pointue, on va dire, de la part des consommateurs, notamment sur leur consommation au quotidien, ce qui les a amenés aussi à réfléchir sur un acte qui n'est pas vraiment un acte de consommation, mais qui est l'épargne, à quoi sert mon épargne. Et là, on a rencontré vraiment une croissance assez importante, en tout cas ces 10 dernières années. Voilà pour moi. Merci Léo. Et Joseph? Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis le cofondateur de Goodvest qui a été créé en 2020. Donc, on est un peu plus jeune que la NEF et on se rapproche un peu plus d'Only One en termes d'historique. Goodvest, on s'est attaqué à l'épargne. Donc, on propose d'investir de manière responsable et transparente en ligne via de l'assurance vie. On permet aux épargnants en fait de choisir leur thème d'investissement et ensuite, en prenant en compte leur profil d'investisseur, les thèmes qu'ils ont sélectionnés, on va créer des portefeuilles alignés avec une trajectoire de réchauffement climatique à 2 degrés, chose qu'on fait en partenariat avec Carbon 4 Finance. Et donc, notre objectif, c'est de rendre l'épargne plus transparente et aussi plus pédagogique. Voilà. Merci pour ces présentations brèves. Et ces experts sont réunis autour de la table parce qu'on avait envie vraiment de parler de ce sujet. Et pour planter le décor, on va vous adresser une keynote sur 5-10 minutes et puis suivra
une table ronde pour que chacun des experts puisse repréciser un certain nombre de points, tant en matière de réglementation que de solutions possibles par rapport aux citoyens. Et puis, en fin de session, vous avez un chat à disposition, donc n'hésitez pas à nous poser vos questions de manière à ce que, à la fin, on puisse vous adresser, répondre et préciser certains points. Alors, on a voulu commencer par une célèbre citation de Gandhi. Nous ne pouvons changer le monde que si nous nous changeons nous-mêmes. Et cela commence par notre langage et notre communication. Et c'est vrai que c'est une phrase chère à notre fondateur, d'ailleurs, chez Only One. Mais peut-être que le mot éthique, ça commence par là, c'est-à-dire la transparence et la manière d'expliquer notre fonctionnement de manière claire, de bien dire ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire et de ne pas faire de fausses promesses. Et peut-être que le mot éthique commence déjà par cette transparence et ce mot-là. Alors, là, c'est d'autant plus important que peut-être certains d'entre vous le savent. 13 avril, rappel des règles d'usage du terme banque par l'ACPR communiqué sur le sujet, puisque chaque mot est important. Et c'est vrai que dans le secteur de la FinTech, on a 3 grandes familles, les banques, les néobanques et les FinTech. Et on n'adresse pas et on ne s'appelle pas de la même façon selon l'agrément que l'on a obtenu. Et en l'occurrence, pour les banques, il s'agit des établissements de crédit. Et selon les agréments obtenus, on a établissement de crédit, de paiement, etc. On peut aussi avoir différents niveaux, être agent, mandataire, et tout ça change. Et il s'agit d'être hyper précis, non seulement sur les terminologies, mais sur ce que l'on peut faire par rapport aux citoyens, de manière à ce que ce dernier puisse s'y retrouver et savoir ce que cela veut dire. Parce que oui, le secteur bancaire en général est très complexe et réglementé. Donc ça veut dire que la transition ne peut se faire qu'au rythme de et dans le respect de cette réglementation très précise qui bien sûr évolue, mais évolue de manière pas toujours aussi rapide qu'on le souhaiterait. Néanmoins, on doit tous la respecter et notamment, c'est régi par les accords de Bâle. Alors, petit historique, les accords de Bâle, les premiers ont commencé en 1988, les premières réflexions autour de 1974, 2008, la crise, et on enchaîne avec les Bâle 3, qui est justement pour renforcer tout ce qui est règles autour des fonds propres et des liquidités. Et pour exemple, on a une des règles à noter et à savoir, c'est que toutes les banques sont tenues d'avoir un compte à la BCE et sont tenues d'y verser un pourcentage des dépôts collectés. Donc, cela veut dire qu'avec l'argent, on ne peut pas faire tout ce que l'on veut, on doit répondre à des critères, à des ratios, à des réglementations, le tout pour évidemment éviter les risques systémiques que l'on pourrait éventuellement avoir. Et on est déjà en route pour des renforcements avec Bâle 4. Parallèlement à ça, on sait qu'aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience et des enjeux environnementaux et sociétaux que l'on doit tous respecter. L'objectif des accords de Paris, c'est justement de maintenir l'augmentation de la température à un niveau inférieur à 2 degrés. Pour cela, on doit tous se mettre en action à tous les niveaux, que ce soit au niveau citoyen, entreprise, État. Ça évolue doucement pour certains, vraiment passer vite d'une manière générale. Et parallèlement à ça, on sent qu'il y a une vraie prise de conscience de la part des citoyens et des besoins qui changent par rapport à ces enjeux climatiques et ces changements climatiques. Et donc, par exemple, 73% pensent que le changement climatique est une menace et 87% sont prêts à changer leur comportement pour préserver la biodiversité. Donc oui, on a envie de changer tous autant qu'on est et il faut encore savoir comment on le fait, quelles sont les solutions qui s'offrent à nous pour qu'on puisse tous tendre vers un objectif qu'on a de commun. Alors, comment agir avec son argent de manière éthique? Parce que c'est un peu ce qui nous réunit aujourd'hui.
Il faut savoir que déjà, on a une répartition du patrimoine français qui et d'où notre iceberg, à 13% répartis au niveau du numéraire et des dépôts à vue et 87% au niveau d'épargne, assurance vie, investissement. Donc, vous voyez déjà la proportion de là où on peut agir avec son argent et donc agir de manière éthique, c'est la répartition du patrimoine français. Ce qui veut dire que de l'autre côté, lorsqu'on parle des leviers d'action, eh bien, on peut agir à 2 niveaux également, au niveau de sa propre consommation. Et d'ailleurs, même au niveau de la consommation, on parle beaucoup d'éco-gestes, de tout ce qu'on peut faire au niveau de sa consommation et les besoins évoluent en la matière. Et puis, en dessous, et ce qu'on connaît moins d'ailleurs, et l'impact que ça peut produire, ce sont tous les produits et services financiers durables, du coup, que l'on peut choisir. Évidemment, l'équation, elle n'est pas si simple parce qu'on a pléthore de services, et puis ça dépend des besoins que l'on a en fonction de son cycle de vie. Donc, on va choisir des produits qui sont différents en fonction de son âge, 20 ans, 40 ans, 60 ans, mais aussi fonction de ses besoins du moment et projets, voiture, immobilier, retraite, entreprise. Et tout ça va faire que l'on va s'orienter vers un produit plutôt qu'un autre. Alors, autour de la table, on a des experts qui sont, et les entreprises qui nous sommes, on est des acteurs qui tendent à produire de l'impact et apporter sa contribution dans ces enjeux, et puis proposer des solutions à différents niveaux, comme on l'a vu, pour pouvoir actionner aussi bien sur la consommation que sur les choix des services financiers durables que l'on peut opérer. Alors, messieurs, j'avais déjà, est-ce que c'est bon? Vous êtes en accord avec tout ce que j'ai dit? On ne voit pas les expressions de Joseph. Ouais. Tout à fait, oui. Pour commencer, j'aimerais qu'on puisse chacun exprimer déjà sa définition de éthique. Kamel, quelle est toi ta définition? Et puis chacun d'adresser et de compléter sur cette définition. Alors, moi, ma définition de l'éthique, elle est personnelle. Pour moi, c'est la manière dont on agit. Lorsqu'on mène une action, quelle qu'elle soit, la question à se poser, c'est de savoir quelle sera la répercussion de cette action. Est-ce qu'elle sera bonne ou mauvaise, en fonction à la fois même dans le cadre de son travail, de ce que l'on fait aujourd'hui, notamment par exemple par rapport à ce qu'on fait avec Only One. Est-ce que c'est bien éthique le fait de proposer nos produits et services, en tout cas la répercussion de l'impact qu'elle aura? Est-ce que c'est éthique? Est-ce que ça a un impact positif pour le bien commun? Et je pense que l'éthique, c'est passe aussi par la morale et la transparence. Tu parlais de transparence au démarrage. Je pense que lorsqu'on veut être éthique, on ne peut pas l'être sans être transparent vis-à-vis de ce qu'on fait, comment on le fait, et l'objectif que l'on a, justement. Donc pour moi, l'éthique, c'est tout ça. En fait, la définition sera propre à chacun. Pour moi, c'est la morale, c'est la transparence, c'est de se poser la question de savoir lorsqu'on fait quelque chose, est-ce que ça va avoir un impact positif ou négatif, et en fonction de ça, de prendre la bonne décision. Si on prend la bonne décision, c'est, pour moi, être éthique, c'est de dire, si c'est quelque chose qui aura plus de mal qu'autre chose, peut-être qu'on fera autrement ou on va éviter de le faire. Voilà, donc, moi, c'est ma définition de l'éthique en tout cas. Et merci, Kamel. Et toi, Joseph, est-ce que tu aurais quelque chose à compléter par rapport à cette fameuse définition de l'éthique? Oui, je suis plutôt d'accord. En fait, quand on recherche la définition de l'éthique, c'est la science de la morale. Donc, notre interprétation chez Goodvest, c'est effectivement, donc si ça doit être une science, ça doit être plutôt honnête. Et une des manières de l'être, c'est d'être transparent. Donc, d'ailleurs, je pense que la transparence, c'est un des points communs les plus forts entre Only One et Goodvest. C'est, selon nous, la solution contre le greenwashing. Je pense qu'il faut être précis, il faut permettre la compréhension et que c'est essentiel pour qu'il y ait une véritable prise de conscience. Donc, on retrouve dans notre démarche de l'honnêteté. Je pense qu'on est en recherche de la perfection, mais je ne pense pas qu'on ait atteint la perfection. Et je pense que c'est très, très difficile de l'atteindre. Et donc, on essaie de faire toujours attention à notre wording. On ne va pas dire qu'investir chez Goodvest, ça va changer le monde et arrêter le réchauffement climatique dès fin 2021. Je pense que c'est impossible. L'idée, ça va être qu'il est nécessaire d'agir et d'investir dans un monde 2 degrés. Et il faut qu'on le fasse chez Goodvest, mais il faut aussi qu'on le fasse en Chine, chez Bank of China. Donc, on a fait le choix de spécialiser sur un segment
qui est l'épargne et même l'assurance vie, donc qui est très précis pour faire un produit qu'on maîtrise totalement et qu'on l'améliore de façon permanente. Et on a essayé d'avoir une démarche scientifique là-dessus. Donc, en partenariat avec Carbone 4, on crée des portefeuilles à 2 degrés sur les 3 scopes d'émissions de CO2. Et enfin, pour avoir le plus d'impact possible, effectivement, on fait des partenariats. Et donc, par exemple, c'est le partenariat qu'on est fier d'avoir avec Only One. Exactement. C'est cette même démarche. Et toi, Léo? Je suis assez d'accord avec ce qu'il vient de dire. Pour moi, si je le rapporte à une... Pour moi, c'est d'abord une question un peu personnelle, la dimension éthique. Après, accroché à la finance, on a peut-être d'autres définitions, mais c'est vraiment un questionnement personnel, et je trouve que c'est autour de cette notion de questionnement qu'on va retrouver comme une définition qui me séduit le plus, on va dire, c'est-à-dire de vraiment s'interroger sur les conséquences en fait de ces actes, et essayer, bien entendu, c'est la conséquence de ce questionnement, d'influer positivement sur des choses qu'on aurait pu révéler au travers de ce questionnement. Alors, rapporté au monde de la finance et au travers de ce qu'on peut pratiquer au quotidien depuis maintenant un peu plus de 40 ans, comme je le disais au début au niveau de la nef, c'est effectivement le fait de s'interroger sur les actes de financement nous a conduit, et a conduit notamment les fondateurs, à vraiment réfléchir à financer plutôt des entreprises qui ont un impact positif dans notre activité de financement. Et aussi, je vois que dans le chat, c'est quelque chose qui réapparaît. J'aime bien cette définition. Je dis ce que je fais ce que je dis. À partir du moment où on s'interroge sur les conséquences et qu'on essaie d'avoir une influence assez directe sur du financement d'un certain type de structure, parce qu'on considère qu'elles vont faire le bien d'une manière générale, il est absolument nécessaire, en tout cas de notre point de vue et du mien, de rendre compte en fait de ce qu'on a pu faire. Et donc la transparence, pour moi, est vraiment une notion qui est complètement liée au fait d'essayer d'avoir des actes positifs au travers de cette finance. Alors, merci Claude, en effet, pour ces définitions à l'anglaise et à la française, effectivement très, très précises. On s'accorde quand même sur le mot éthique, sur la volonté, et sur la manière dont on a construit nos différentes entreprises ou produits, offres et services, avec cette transparence qui nous est chère. Et justement, en même temps, c'est évidemment dans le respect de la réglementation. Et c'est ça qui complexifie les choses, c'est de rester éthique dans le cadre d'une réglementation complexe, tout en vulgarisant et en donnant des informations que chacun peut entendre et qu'elles soient audibles sans rentrer dans des détails pléthoriques. Alors, la première question, c'est déjà... Le secteur est hyper réglementé. Est-ce que c'est normal? On peut revenir sur ce sujet et le rapporter peut-être à l'iceberg? Kamel, qu'est-ce que tu aurais à dire? C'est un sujet qui t'est cher, je crois, la réglementation d'ailleurs. Je pense que chez Only One, on est vraiment hyper... La réglementation, oui, ça m'est très cher parce que, bon, je disais, j'ai travaillé pendant un certain moment dans la conformité. Et d'ailleurs, tu le rappelais tout à l'heure par rapport au rappel de la CPR, notamment au niveau de l'utilisation, la terminologie des fintechs, en fonction de ce qu'elles proposent, est aussi réglementée. Donc, c'est pour ça qu'on a toujours appelé, on dit moi, le compte à impact positif, parce qu'il ne faut pas non plus tromper les utilisateurs ou les clients par rapport à ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire, en tant que, notamment, par exemple, agent d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, d'une banque. Donc, on est limité, mais avec la volonté, bien sûr, de grandir, de pouvoir faire les choses en fonction de cette réglementation, qui évolue de toute manière. Elle a beaucoup évolué dans le temps, notamment même par rapport aux banques et par rapport à ce que l'on peut faire. Aujourd'hui, les banques, tu faisais des rappels par rapport à Bâle. Si je dois reprendre la réglementation par rapport à l'iceberg, c'est que, effectivement, la banque utilise son passif pour financer l'actif. Et la particularité qu'elle a aussi, c'est que son actif crée son passif aussi, avec les crédits qu'elle peut faire. Et par rapport à ça, elle ne peut pas justement tout faire. C'est-à-dire qu'une partie de ce qu'elle a doit être déposée en réserve de liquidité auprès de la BCE. Donc, ça veut dire qu'il y a certaines contraintes. Mais pour autant, le reste, la banque va l'utiliser en respectant cette réglementation pour financer des secteurs d'activité, quels qu'ils soient, mais avec toujours une obligation de
de respecter des ratios prudentiels, de respecter des risques de crédit. Donc, il y a énormément de réglementations. Et elles sont nécessaires. Je disais qu'il y en a beaucoup, elles sont là, elles sont nécessaires. Elles sont nécessaires à plusieurs titres, parce qu'aujourd'hui, on parle quand même de l'économie. C'est les banques aujourd'hui, à travers des banques commerciales, les banques centrales aussi, qui sont aujourd'hui celles qui vont faire en sorte que l'économie se tienne. Et on ne peut pas tout faire. On a eu plusieurs exemples, notamment la crise des subprimes qu'il y a eu en 2008, où la réglementation a évolué, justement pour éviter de répercuter encore une fois ce type de pratiques qu'on a pu voir dans les banques, mais elle est aussi nécessaire pour la protection des clients. Il y a plusieurs réglementations notamment, et je trouve que justement dommage quand on parle d'éthique, que par moment les établissements de crédit soient obligés d'attendre une réglementation pour justement avoir un peu plus d'éthique. Je pense à deux choses. La première, c'est par rapport à la loi Pacte qui est passée récemment, qui limite les frais pris aux personnes les plus vulnérables. Donc là, on a une réglementation qui est nécessaire pour le grand public. La seconde, c'est qu'on va bientôt demander ou obliger d'avoir dans les contrats d'assurance vie notamment ou d'autres supports financiers, au moins un actif proposé, une OPCVM, ou en tout cas une unité de compte sur des fonds verts ou des fonds dits socialement responsables. Donc, la réglementation, elle est à la fois nécessaire, elle est contraignante par moment, mais elle est là justement pour nous protéger, mais aussi demain pour aussi, j'espère, plus inciter les banques à plus s'intéresser aux enjeux qu'on a relevés aujourd'hui, qui sont des enjeux sociétaux et environnementaux. Et enfin, pour finir, plus si on regarde la différence avec une banque traditionnelle et une banque éthique, sur la partie iceberg, la partie que l'on voit très peu au niveau de la banque traditionnelle, c'est la partie d'investissement qui est faite. Notamment, on parle beaucoup en ce moment de l'utilisation des fonds pour financer les énergies fossiles, les mines de charbon, etc. Donc, c'est cette partie qu'on ne voit pas des banques, à la différence des banques éthiques, justement, où la partie de réserve obligataire, on la connaît. Par contre, toute la partie de financement de projets à impact positif, elle est beaucoup plus visible et c'est beaucoup plus transparent. Et ça a le mérite, justement, d'inverser un petit peu l'iceberg par rapport, en tout cas, entre les banques éthiques et les banques traditionnelles. Oui, merci Kamel pour toutes ces précisions et aussi de noter que finalement, la réglementation, elle peut apporter des contraintes, elle peut aussi être là pour protéger et qu'au final, c'est peut-être parce qu'on s'allie tous sur certaines actions qu'on va pouvoir faire bouger aussi ces réglementations dans le sens qui va bien et répondre à ces différents enjeux. Justement, Joseph, pour être plus spécifique dans votre univers et selon vos solutions proposées avec Goodvest, est-ce que vous, il y a des contraintes que vous avez rencontrées? Oui, alors effectivement, on a rencontré des contraintes. Bon, alors les contraintes réglementaires, effectivement, mais c'était pas notre unique contrainte, hein, donc on en avait une autre qui était faire la part des choses, parfois entre le marketing et la réalité. Il y a plusieurs rapports qui sortent dans le sujet de l'impact des banques et des sociétés de gestion. Et en fait, il y a parfois deux niveaux de communication différents. Et donc, c'était pas s'arrêter uniquement à l'aspect marketing, mais chercher du concret, donc du scientifique, des chiffres. Et donc, je dirais que c'est une de nos principales valeurs ajoutées par rapport à un autre assureur, une autre assurance vie. Ça va être de chercher du concret, le vérifier et ensuite le prouver, donc via de la transparence, en permettant à l'épargnant de comprendre. Une autre difficulté qu'on a eue, du coup, c'était de trouver la bonne approche de communication en lien avec ça. Il faut savoir faire des compromis. Comme je disais un peu avant, je pense qu'on ne peut pas être totalement parfait. Donc, il ne faut pas vendre un mirage. Il faut faire le maximum pour se rapprocher de la perfection et mettre en place comme je le disais, on bosse beaucoup avec Carbone 4 et donc avec Jean-Marc Jancovici. On essaie d'avoir une approche scientifique des choses et il faut être précis. Donc voilà, on parle d'estimation de trajectoire de réchauffement climatique. On parle pas de net zéro ou de solutions magiques. Et ça, je pense, c'est super important. Et enfin, un dernier petit point, mais toujours en lien avec l'opacité dans le secteur de l'assurance vie, c'était les frais.
parce qu'en fait, on communique sur tous nos frais, et ça, c'est également, je pense, central dans l'éthique, c'est la transparence. Et en fait, c'était tout simplement voilà, de ne pas paraître trop cher, sachant qu'on est 2 fois moins cher que la moyenne, mais qu'on communique sur tous nos frais, il n'y a pas de frais cachés. Et du coup, parfois, ça peut se ressentir comme cher, alors qu'en fait, c'est juste qu'on communique sur tous les frais, y compris les frais des produits, qui sont souvent bien cachés, quoi. Voilà. Alors c'est vrai, merci Joseph. Et on a d'ailleurs un autre point commun aussi. Tu parlais beaucoup de communication et c'est vrai que c'est toute la difficulté de pouvoir bien faire comprendre. Et de cette même manière, chez Only One, on est toujours dans cette dynamique de bien comprendre et donc de faire comprendre aux utilisateurs comment ça marche, de pouvoir mesurer et donc d'être dans le concret et le factuel, et pour ensuite agir, et là, soit agir, soit dans sa manière de consommer, et nous de proposer les bonnes solutions, et en effet d'être toujours transparent sur ce que l'on propose, mais sur ce qu'on l'on fait nous-mêmes aussi, en prenant acte qu'on ne peut pas tout faire ou qu'on n'a pas encore tout bien fait, mais qu'on est en voie de. Et ça, c'est vraiment des sujets qu'on a à cœur. Mais justement, en matière de communication, Léo, qu'est-ce que tu en penses ? Comment ne pas tomber dans le greenwashing et comment on peut faire ? Très, très bonne question. Moi, je pense qu'il y a des choses qui ont été dites qui sont vraiment très importantes quand on voit effectivement la réglementation et la régulation du marché bancaire. Elle est assez complexe, c'est difficile de s'y tenir. On a des questions, enfin, c'est une industrie très particulière avec des ratios à respecter, de liquidité, de solvabilité. Je rentre pas trop dans le détail, mais c'est une équation qui est complexe d'arriver à faire le bien au travers de la finance tout en respectant un certain nombre de ratios. Et je pense que l'une des clés, c'est l'honnêteté, en fait, et être transparent par rapport à ce qu'on peut faire et ne pas promettre l'impossible. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est clé. On n'arrivera pas à être parfait, on l'a dit tout à l'heure. C'est impossible de répondre vraiment à cette équation complexe, de respecter la réglementation, de respecter les grands équilibres financiers et en même temps d'avoir une activité qui n'aurait pas un seul défaut en termes de financement. Je pense que c'est important de l'assumer, enfin d'être honnête et transparent par rapport à cette notion-là. Il faut montrer qu'on est sur un chemin, qu'on a une trajectoire, qu'on souhaite viser notamment à une neutralité carbone ou à une finance qui respecte plus les personnes, les cultures, les savoirs et autres. Je pense que ça, c'est important de pouvoir être, on va dire, solide sur cette recherche-là, mais ne pas promettre l'impossible. Quand je vois à taper sur les copains, je vais pas citer des acteurs, mais quand je vois beaucoup de banques traditionnelles communiquer largement sur leurs produits verts, on a l'impression que ça représente 98% de leur activité, alors que c'est même pas 1%. Ça a tendance à un peu m'agacer parce qu'en fait c'est un peu malhonnête de présenter les choses comme ça. Autant dire que voilà, il y a une réflexion sur une démarche plus verte, plus respectueuse de l'environnement, mais ne pas mentir quant aux usages de l'argent qui sont réellement faits par l'organisme. De toute façon, ça sert à rien, ça se voit. Ou quand j'entends certaines néobanques se positionner sur le marché en disant que pas 1 euro n'ira financer des énergies fossiles, c'est mensonger. Nous, après 30-40 ans d'expérience à rechercher vraiment ça jour après jour, on arrive aujourd'hui à employer 70% des fonds qu'on nous confie dans des entreprises vertueuses. Pourquoi pas 100%? Parce qu'en fait, il y a 30% de réserve de liquidité au cas où il y ait des épargnants qui nous demandent un remboursement rapide de leurs fonds. Il faut qu'on soit en mesure de pouvoir le faire. Donc, on ne peut pas employer 100% des fonds pour cette raison-là. Mais il y a également pas mal d'autres sujets comme la nécessité
comment vous expliquer ça? C'est facile de collecter de l'épargne verte, en tout cas de répondre à ce besoin-là. Par contre, financer des entreprises vertueuses, ça prend du temps. Il faut analyser les projets, il faut qu'ils soient solides économiquement, il faut qu'on puisse analyser dans le détail et ça va pas à la même vitesse. Donc, je pense que la clé, elle est autour de cette notion d'honnêteté, de ne pas promettre l'impossible, de montrer qu'on est sur une trajectoire, qu'on veut progresser dans ce sens-là et d'être solide sur cette recherche-là, mais ne pas promettre l'impossible, ne pas promettre des choses auxquelles on n'arrivera pas à répondre uniquement pour des raisons marketing et de communication. Je pense que ça fait plus de mal qu'autre chose, en fait, d'essayer de lisser complètement et de faire des raccourcis qui sont pas réels, plutôt que d'assumer que dans un monde aussi réglementé que le monde bancaire, on peut pas tout faire, mais en tout cas, il y a largement la place pour faire des choses et pour aller dans une trajectoire positive. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut pouvoir communiquer pour pas sombrer justement dans le greenwashing. Oui, merci Léo pour toutes ces précisions. Et c'est vrai que on y va et que malgré tout, il y a aussi beaucoup de choses qui sont déjà possibles d'être faites. Il y a des solutions qui émergent et c'est là maintenant ce dont on va parler pour que les citoyens puissent avoir un éclaircissement et savoir comment s'y retrouver par rapport à tout ça et par rapport à tout ce qu'on leur dit. Alors, si on reprend cet iceberg, et on avait vu que sur les différents leviers, on avait une partie consommation, une partie en dessous de l'iceberg, plutôt sur l'épargne notamment, et puis que les dépôts et tout le numéraire représentaient une petite partie émergée de l'iceberg et que la grosse partie était en dessous avec 87%. Kamel, sur la partie haute de l'iceberg, pour que les citoyens s'y retrouvent, quelles sont les solutions et qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont les moyens d'agir à ce niveau-là, en haut de l'iceberg? Voilà. Quand tu regardes l'iceberg, à première vue, tu te dis qu'en fait, c'est la petite partie finale sur laquelle on n'a pas très peu d'actions, ou qui ont très peu, au final, de résultats. Mais en fait, en fin de compte, non. Parce que si on regarde d'un point de vue financier, la représentation, c'est le patrimoine global financier des Français, qui représente à peu près 5 600 milliards. Donc, c'est à peu près 12% qui vont être sur des comptes courants, donc des comptes du quotidien, hein, où vous avez vos salaires, vos prélèvements, enfin, toutes vos opérations courantes. Mais vous avez aussi tout ce qui va être livré à court terme. C'est en général des livrets réglementés, PEL, CEL, LDDS, etc. Donc, cette partie-là, c'est cette partie comme plutôt liquide, sur laquelle, en fait, on peut aussi avoir un pouvoir. Déjà, la première, c'est que le compte qu'on utilise au quotidien, c'est la photographie parfaite de sa consommation. Parce qu'au final, la consommation a un impact direct aussi sur le réchauffement climatique. Et ce qu'on va nous plébisciter comme choix d'achat va aussi être financé par, toujours pareil, des grandes banques. Donc, si nous, on change de comportement vis-à-vis de notre consommation, on se dirige plus vers des produits locaux, éco-conçus, des produits un peu plus vertueux, etc., on va dire que, du coup, on va aussi influencer le reste du financement des entreprises. Donc, la consommation, elle peut être maîtrisée comment? Pour nous, chez Omnione, on dit qu'il n'y a pas de pilotage sans mesure. Donc, l'idée, c'est de pouvoir, au travers de son compte, gérer sa consommation et de se diriger plus vers un mode de vie un peu plus durable, vertueux ou éco-responsable. Et ce qu'on propose, nous, aujourd'hui, chez Omnione, c'est de pouvoir mesurer l'impact écologique, au final, de sa consommation. Donc, c'est cette partie qui est sur le haut de l'iceberg, les comptes courants, parce que c'est un véritable impact. Aujourd'hui, l'ADEME nous dit que un Français émet 12 tonnes de CO2. Les accords de Paris, on parle depuis tout à l'heure de réduire nos émissions et de faire en sorte de ne pas dépasser les 2 degrés. C'est-à-dire qu'on doit réduire nos émissions de 80%. Pour le citoyen, on va dire, classique, un des moyens d'agir, c'est justement de se dire comment je fais en sorte de pouvoir consommer mieux. Peut-être pas forcément moins, mais consommer mieux. Et dans ce cas-là, effectivement, le compte est vraiment un outil formidable parce qu'en fait, c'est là qu'on voit tout ce que l'on achète. Et si on arrive à donner justement cette mesure vis-à-vis de l'impact écologique de ces dépenses, on arrive justement à le piloter et pouvoir rediriger un petit peu ses choix d'achat. Et c'est ce qu'on fait chez Omnione. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrive à donner une mesure d'impact environnemental et dire aujourd'hui, voilà les alternatives qui existent par rapport à cette consommation. Et la deuxième partie, c'est par rapport à l'épargne. Et l'épargne, on doit la gérer de manière différente en fonction de ses projets. Et tu le montrais tout à l'heure, en fonction de son âge, de sa situation personnelle,
on va avoir des besoins différents, des besoins à la fois en consommation, mais aussi en épargne. En tout cas, comment on va utiliser son argent. Donc, l'épargne de précaution, ça va être le livret. Aujourd'hui, on a des LDDS, aujourd'hui, on a des PEL, CEL, etc. Mais il y a aussi des livrets, je pense notamment au livret de la nef, où c'est de l'argent liquide qui est rémunéré, certes, alors avec une rémunération de toute manière aujourd'hui de plus en plus au niveau de l'épargne réglementée, c'est très bas. Mais en tout cas, c'est liquide. Donc, je pense qu'un des moyens d'action, c'est de pouvoir maîtriser sa consommation. Tout ce qui va être épargne de précaution, de pouvoir utiliser des produits type livret, mais qui justement financent des projets impact social et environnemental, de plus travailler sur investir sur l'économie réelle, et après sur on va dire l'épargne un peu plus longue, moyen et long terme. Là, effectivement, il y a des produits comme Goodvest qui existent où on peut financer justement la transition au travers de son épargne. Donc, pour moi, la consommation, le haut de l'iceberg, c'est mon compte où je reçois justement mes dépôts et comment je vais consommer, et ensuite comment je vais rediriger le surplus sur de l'épargne, mais de l'épargne vertueuse. Et c'est tout ce qu'on essaie de faire justement avec l'application et la place justement de l'impact. Ouais, et toujours dans cette idée de je comprends, j'ai des outils de mesure et je sais de où je pars et je peux m'améliorer du coup en ayant des solutions qui s'offrent à moi de manière claire, de manière à ce que je fasse ma propre transition. Et du coup, par conséquent, tout ça se fait de la même manière au niveau entreprise et au niveau État. Et alors, donc, on a été pas mal concentré sur la partie consommation et le haut de l'iceberg. Maintenant, Joseph, toi, tu es plus sur la partie cachée, enfin celle qu'on a dite cachée, et qui pour autant est une des grosses parties, c'est ce qu'on a vu en proportion, c'est pas celle à laquelle on pense. Le Kidam et le citoyen ne pensent pas forcément tout de suite encore, c'est pas encore de notoriété connue, que c'est grâce à son argent qu'on peut avoir ce type d'action durable et que si on peut agir de cette manière. Joseph. Ouais, effectivement, on a décidé de s'attaquer à l'assurance vie pour commencer, pour deux raisons. Déjà, c'est la plus grande enveloppe d'épargne des Français, c'est 1800 milliards d'encours. Donc, voilà, c'est un montant qui peut paraître astronomique, mais qui n'est rien qu'en France. Hein. Donc, et puis le revers, c'est que c'est aussi probablement l'enveloppe d'épargne qui a le besoin de plus de transformation parce qu'elle est aujourd'hui assez opaque et qu'elle s'est peu modernisée. La majorité de cette épargne, elle est investie dans des fonds qui ne sont pas durables et qui sont très opaques. Les fonds en euros, certaines unités de compte. Il y a un rapport de Reclaim Finance qui est sorti récemment sur les asset managers et qui explique qu'il y a moins de 25% des fonds qui vont exclure le charbon. Donc voilà, ça illustre un petit peu le chemin à parcourir sur l'assurance vie. Et donc ça, c'est pour cette raison-là, c'est pour ces deux raisons-là qu'on a choisi l'assurance vie. Ensuite, pourquoi l'investissement aussi c'est parce que c'est un des sujets qui est perçu comme les plus complexes par une partie des gens, pour plusieurs raisons. Peut-être parce que l'argent, ça peut être tabou en France, peut-être parce que certains acteurs ont eu tendance à parfois non pas infantiliser les enfants, les clients, mais peut-être pas rentrer dans les détails, pas tout leur expliquer. Et aujourd'hui, grâce à la technologie, je pense qu'on peut être beaucoup plus transparent. On a cherché, entre autres, chez Goodvest, à avoir plusieurs niveaux. Ça veut dire que vous avez une interface qui est très simple et si vous le souhaitez, vous pouvez creuser pour que ce soit accessible vraiment à tout le monde. Ceux qui souhaitent pas passer trop de temps dessus et puis ceux qui souhaitent creuser peuvent le comprendre. Je pense qu'il faut essayer le plus possible de pousser les gens à creuser. Alors voilà, par contre, Virginie, tu es en mute, toi. J'avais enlevé mon micro, effectivement, ça va pas être pratique. Et toi, Léo, qui te situe aussi au niveau plutôt partie cachée de l'iceberg, qu'est-ce que tu penses qu'il peut y avoir comme solution pour les citoyens? Peut-être avant ça, moi je trouve qu'il y a une notion qui est intéressante en dehors des volumes. Si on prend vraiment l'iceberg d'une manière générale, effectivement, Kamel le disait tout à l'heure, il y a peut-être une asymétrie, on va dire, de volume entre la partie haute et la partie basse. Je pense qu'il y a une question aussi d'usage.
quand on est sur un compte courant, une solution vraiment du quotidien, donc vraiment tout ce qui est très liquide, il y a beaucoup de circulation de cet argent. Donc il y a cet effet-là aussi qui fait que l'épargne a vraiment toute son importance dans le changement justement de nos attitudes, puisque l'épargne est utilisée sur le long terme en fait par une banque parce qu'en fait c'est stable, alors que de l'argent de compte courant, comme tout un chacun, voilà, il y a beaucoup d'argent au début du mois, puis il y en a quand même de moins en moins au fur et à mesure de ses dépenses. Donc je partage assez bien ce point de vue sur le fait que l'argent vraiment du quotidien, l'argent du compte, oui, à la marge, peut servir à financer certaines activités, mais quand même, c'est pas l'argent exclusivement utilisé le plus utilisé par les banques pour pouvoir faire des crédits, pour pouvoir investir dans un certain nombre d'activités, notamment des fonds d'investissement. C'est plutôt la partie basse de l'iceberg qui est stable, qui reste vraiment sur la durée. Les livrets même liquides, le nôtre, par exemple, est extrêmement stable. On peut retirer l'argent quand on veut, mais on sait que ça dure en moyenne, que tout euro investi reste 3, 4, 5 ans. Donc, c'est là où il y a vraiment un enjeu fort, je trouve, dans une réflexion sur l'impact que peut avoir l'argent lorsqu'on le dépose dans une banque, au-delà de la dimension plus consommation dont parlait Kamel tout à l'heure. Je pense que ça, c'est important aussi de l'avoir à l'esprit, comment on peut utiliser justement, comment un acteur financier peut l'utiliser. Mais je partage assez bien, sinon sur les actions qu'on peut conduire, effectivement, sur cette partie plutôt basse de l'iceberg. On a parlé de l'assurance vie. Il y a effectivement, au travers de la nef, on va être plutôt sur des produits d'épargne qui vont permettre de financer au travers du crédit des entreprises que vous connaissez un peu tous, Biocop, Enercop, Mobicop, les magasins de commerce équitable, Veja, enfin voilà, pas mal d'acteurs français qu'on va pouvoir financer au travers du crédit. Après, il y a d'autres activités qui peuvent, je voudrais retenir par exemple l'ITA, qui est une autre structure qui fonctionne plutôt sur tout ce qui est obligations et investissements verts. Donc là, on va être plutôt sur du haut de bilan dans les entreprises, mais c'est aussi important et c'est une solution qui existe en plus des produits d'assurance vie ou des produits d'épargne qu'il faut pas forcément oublier, mais toujours toujours avec une réflexion. Je pense qu'il faut vraiment lier ces réflexions de consommateurs par rapport à ses propres besoins. Il y a effectivement l'argent du quotidien avec ses actes de consommation, il y a l'épargne de précaution et puis ensuite on se redirige effectivement plutôt vers des produits type assurance vie, mais on peut une partie la risquer entre guillemets un petit peu plus dans du financement un peu plus direct d'activité. Je trouve que des solutions comme l'ITA sont intéressantes de ce point de vue-là. Merci à tous déjà pour la présentation de ces solutions. Maintenant, on avait aussi évoqué une des questions, c'était voilà, il y a beaucoup de solutions qui s'offrent à nous. Ensuite, il y a des solutions éthiques et durables pour répondre aux enjeux que l'on a aujourd'hui. Maintenant, Joseph, comment faire pour que le citoyen, lui, comprenne et démêle un peu le vrai du faux, s'y retrouve, parce que finalement, il a plein d'offres différentes sur plein de produits différents. Oui, bon, ça peut paraître évident, mais c'est la manière de le faire qui va être importante, c'est faire de la pédagogie. Donc ensuite, comment est-ce qu'on fait de la pédagogie? Je pense qu'il faut faire appel à la conscience des épargnants, donc il faut les sensibiliser. Et puis, il faut aussi les responsabiliser sans blâmer, sans chercher, je pense, à trop critiquer parce qu'il faut qu'on avance ensemble. Ça va être de la production de contenu, du coup, de produire du contenu pédagogique. Là aujourd'hui, on est dans une ère 100% digitale, donc ça peut être simplifié. Il y a les podcasts, il y a les réseaux sociaux, il y a des blogs. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de laisser le moins de zones d'ombre possible. Donc, dès qu'il y a une question qui revient régulièrement par mail, qu'est-ce qu'on fait? On l'ajoute dans notre FAQ. Et puis, on essaie de créer un service client qui est transparent, avec de la proximité, où il n'y a pas de tabou. Et comme je le disais tout à l'heure, il faut trouver l'équilibre entre simple, en étant rigoureux et transparent.
C'est ça un des principaux enjeux. Et donc, c'est là que, pareil, là, on s'appuie sur la technologie pour avoir différents niveaux. Un premier menu qui va être assez simple et ensuite un deuxième menu qui va être plus détaillé si on souhaite creuser en détail. Et voilà. Et je pense qu'il faut responsabiliser et il faut aider les épargnants à s'intéresser au sujet pour qu'ils comprennent. Voilà. Ce qui n'est pas simple, du coup, parce qu'on est des experts chacun du métier de la finance, mais pas forcément le citoyen, même si j'imagine qu'il décortique peut-être un peu plus en matière d'argent pour bien comprendre comment ça se passe. Et toi, Kamel, qu'est-ce qu'il est possible de faire et crois-tu comment faire pour que le citoyen s'y retrouve face à une offre aussi fragmentée? Est-ce qu'il y a des solutions pour que ce soit plus aussi fragmenté? Désolé, j'étais en mute. Le temps de retirer. En fait, je rejoins aussi ce que disait Joseph juste avant. Il y a beaucoup de pédagogie, d'explications à faire, et je pense que c'est à nous aussi d'apporter des éléments pour bien comprendre ce que l'on fait aussi, et l'importance, c'est surtout le pourquoi on fait. Et encore une fois, sans tomber dans justement l'infantilisme, on essaie de faire en sorte de penser que les gens ne peuvent pas comprendre. Au contraire, je pense que là, il faut aussi expliquer très, très concrètement que ce que l'on fait aujourd'hui, c'est quand même le pourquoi. Il est tellement important qu'on ne peut pas faire autrement. On a vécu plusieurs crises successives. Ces crises-là, on les a surmontées. La crise climatique, c'est une crise, on va dire, irréversible. Il n'y a pas de retour en arrière possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit mettre les choses en place et faire en sorte que les gens comprennent qu'au final, c'est pas que pour nous, c'est pour tout le monde au final ce que l'on fait. C'est vraiment travailler pour le bien commun. Après, sur l'offre fragmentée, oui, il y a de plus en plus d'offres. Je pense qu'il y a un moment donné, il va falloir qu'on travaille en bonne intelligence aussi. Justement, disait tout à l'heure Joseph, sans se taper dessus, mais plutôt de travailler ensemble. Joseph fait très bien l'assurance vie, nous on fait très bien du compte, la nef fait très bien du livret. Je pense qu'à un moment donné aussi, c'est à nous de se porter entre nous et de faire en sorte d'aller vers la même direction et de proposer une offre complète qui soit une espèce d'alliance, entre guillemets, et diriger le maximum de personnes vers des produits de confrères qui font les choses très bien. Donc là, c'est pour ça qu'on est parti sur cette plateforme de l'impact, où on se dit, en fait, il y a des choses qui sont très bien faites par ailleurs. Nous, on va les proposer à nos clients et on va essayer de faire en sorte de pouvoir obtenir des avantages pour eux. Donc, je pense qu'à un moment donné, il va falloir aussi consolider certaines offres et de faire en sorte que le client ne se perd pas surtout, ou le citoyen ne se perd pas. Parce que sinon, si on a 36 000 offres et au final, en plus, on ajoute cette partie de manque de transparence et d'opportunisme aussi, ça va être de plus en plus compliqué. Et là, le résultat, c'est que on n'arrivera à rien parce qu'on va créer de la défiance. Donc, je pense qu'à un moment donné, effectivement, il va falloir qu'on puisse faire en sorte de consolider tout ça et de bien diriger les citoyens vers ce qui est le plus vertueux au final. Et c'est vrai que c'est un peu la vocation que l'on a chez Only One de pouvoir aller sourcer ces différents produits, de bien faire comprendre ce qu'il existe et au moins déjà d'avoir une vision et de proposer des choses pour que les clients et citoyens puissent s'y retrouver et déjà se dire « Ah oui, tiens, je ne l'avais pas vu de cette manière ou je n'y avais pas pensé ou je ne le savais pas ». Et toi, Léo, qu'est-ce que tu en penses par rapport justement, comment peut s'y retrouver le citoyen face à toutes ces offres? Je partage assez bien ce qui a été dit sur le côté essayer de constituer des alliances. C'est suffisamment compliqué de traiter bien un seul sujet en y ajoutant en plus une couche d'éthique. Donc traiter un produit en particulier en ajoutant une couche d'éthique, c'est déjà assez complexe. Donc de pas avoir vraiment la vocation à tout couvrir dans tous les sens. Je pense que c'est pas mal d'avoir un peu de spécialisation. Le seul point que j'aimerais peut-être apporter un élément de complément, c'est sur l'ouverture un peu à la concurrence quand même de la
du marché bancaire. C'est vrai que depuis plusieurs années aujourd'hui, ça devient quand même, ça répond pas à la question de comment on s'y retrouve, mais en tout cas, l'ouverture à la concurrence permet aujourd'hui à un citoyen lambda de prendre un compte chez Only One, d'ouvrir un livret à la nef et d'ouvrir un produit d'assurance vie chez Goodvest ou d'investir chez Lita, alors qu'avant, c'était quand même beaucoup plus compliqué. On était un peu marié avec un organisme bancaire qui vous proposait la totale et il n'y avait pas forcément de possibilité. C'était assez compliqué de pouvoir aller faire un peu son marché entre les différentes offres qui sont proposées. Ça répond pas à ce côté un peu morcellement, mais en tout cas, quand on a fait un peu cette analyse personnelle en tant que citoyen, en tant que consommateur des différentes solutions qui s'offrent à nous, aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus facile d'aller piocher en fonction de ses attentes et de sa réflexion aussi personnelle. Et je dirais même que de plus en plus, on a aussi des solutions technologiques du style l'agrégation. On n'en a pas forcément trop parlé, mais voilà, c'est un monde dans lequel on va pouvoir, avec des surcouches digitales, traiter de différents produits qui seront proposés par des acteurs différents au sein d'une même application pour pouvoir faciliter le quotidien. Et je pense qu'on va quand même de plus en plus dans ce sens-là, ce qui peut permettre de simplifier un petit peu les choses dans son fonctionnement au quotidien. Parce qu'il ne faut pas oublier que on parle quand même de notions où ça reste quand même des actes de consommation et on a besoin de pouvoir fonctionner en tant que consommateur avec ces différentes offres. Il ne faut pas que ça devienne l'usine à gaz. Et en tout cas, ces nouvelles solutions, notamment l'agrégation, permettent de faciliter un petit peu ça. D'accord, merci Léo pour ces compléments. On arrive à la fin du webinaire avant d'avoir les questions-réponses de l'auditoire. Est-ce que si vous aviez le mot de la fin ou un point sur lequel vous voudriez particulièrement insister, ça serait quoi? Joseph, je vais changer l'ordre. Oui, donc je dirais qu'il faut chercher à comprendre avant de décider. Et c'est vrai que l'argent, c'est une question qui peut faire peur, qui peut être tabou, mais ça, c'est de moins en moins le cas, je pense. Et il faut prendre du recul, prendre le temps de réfléchir, même s'il y a une urgence écologique. C'est mieux de regarder en détail ce qu'on va faire et de bien le comprendre. Et de se poser les questions, c'est se poser les questions à soi, poser les questions aussi aux différentes solutions. C'est là qu'on va vraiment comprendre peut-être quelle est la démarche et à qui on a envie de confier son épargne. Voilà. D'accord, merci Joseph. Et toi, Léo? On m'entend, c'est bon. Moi, comme mot de la fin, je dirais, on l'a un peu dit en filigrane tout au long de ce webinaire, mais c'est ne pas sous-estimer l'impact qu'a l'argent en fait dans le dérèglement climatique et il est colossal. Et je sais que c'est pas quelque chose qui va de soi dans l'esprit des consommateurs. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile de réfléchir à ces actes de consommation de produits alimentaires, par exemple, et de se dire que si je consomme moins de viande ou si je consomme des produits qui viennent pas de l'autre bout de la planète, j'aurai un impact bien moindre et que c'est un petit peu indirect dans le cadre de la finance, mais il faut vraiment être attentif à ça et l'argent, quand on s'en sert pas, il n'est pas mis dans un coffre-fort et vous le retrouvez quelques années après. Il circule plusieurs fois autour de la planète et il va financer des activités qui peuvent même être illégales dans notre pays. La plupart trois grandes banques françaises investissent toutes les trois dans le gaz de schiste aux États-Unis, alors que c'est interdit en France. Il faut quand même avoir conscience de ce genre de choses. Ça va quand même assez loin. Donc, faut être progressif, on va dire, dans ces changements de comportement, mais avoir quand même conscience que ça a un impact colossal en fait sur le dérèglement climatique, ce qu'on va faire de notre argent dans les prochaines années. Ben, c'est ça. Et pas toujours suffisamment su encore. Voilà. Et toi, Kamel?
Le petit Bah, temps je pour remettre le rejoins, micro. ouais, c'est un peu ce qu'ont dit Joseph et Léo, hein. D'un côté, c'est bien se renseigner sur tout ça, c'est se poser les bonnes questions, de nous poser aussi des questions, hein. Je pense que on parle beaucoup de transparence, mais on est là aussi pour répondre à toutes les questions, à la fois sur ce que l'on fait, comment on le fait, et puis, c'est ce qu'on disait aussi, et on a des limites, on peut pas tout faire, et il faut pas attendre justement qu'on ait à chaque fois la solution miracle, on se dise c'est bon, c'est la solution qui va arranger tout. Non, je pense qu'il y a des choses qui vont se faire progressivement, et c'est toute l'ambition aussi je pense de chacun autour de la table, c'est de se dire comment aujourd'hui, avec les moyens que l'on a, on peut mettre en place des choses qui auront un impact, alors des fois immédiat, mais des fois aussi dans quelques années. Et tout ça ne se fait pas à la fois tout seul, parce qu'on doit le faire aussi avec les collectivités, individuellement. Et voilà, c'est un travail en commun. Et je pense que le sujet est assez important, je pense, pour qu'effectivement on se pose les bonnes questions. Merci Kamel. Alors, vous pouvez compléter les questions dans le chat. On en a quelques-unes et merci déjà Joseph d'avoir répondu à certaines. Alors, donc je suis sur le chat avec les questions et vous allez me dire qui a envie d'y répondre. On en a eu une première par Antoine en disant que finalement un simple paiement en ligne met en œuvre pas moins de 6 intervenants, qui a chacun avec des serveurs, des loaders, une consommation énergétique. Est-ce que on peut être green du coup de cette façon? Bah, ça dépend de ce qu'on entend par green. C'est ultra green, c'est ça en fait. Enfin, la question, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est comme, en fait, c'est le mot qu'on a eu à la fin, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire. C'est qu'à un moment donné, il va falloir effectivement qu'on consomme et qu'on émette du CO2. L'idée, et la neutralité carbone dont on parle souvent, en fait, il n'y a pas de neutralité carbone, ça n'existe pas. On sera toujours émetteur de CO2. La question, c'est de savoir comment justement on se transforme, on change les choses. Et partant du constat que effectivement on pollue beaucoup, comment on pollue moins demain. Enfin, oui, on est conscient du chemin à parcourir, et je pense que ce qui est important, c'est de se donner les moyens. C'est aussi simple que ça. Et on parlait tout à l'heure de ne pas culpabiliser, ou je pense qu'il ne faut pas non plus se flageller à chaque fois, se dire c'est pas bien parce que j'ai mis trop de CO2, ou parce que, enfin, il y a un moment donné, il faut être dans la juste mesure en fait. Et justement dans la transparence, parce que ça n'empêche pas d'avoir des règles, notamment sur les consommations, nos propres consommations et utilisation digitale, pour autant de le mesurer et de voir toutes les actions qu'on peut faire évoluer nous-mêmes, tous autant qu'on est. Et c'est en cela qu'on devient, qu'on évite ce greenwashing et qu'on est clair, authentique, transparent. C'est l'essentiel. Il y avait une autre question plus dite financière, plutôt orientée finance, sur quel non-financial reporting standard suggérez-vous à une entreprise en pleine croissance qui souhaite éviter l'éco-blanchissement et obtenir pour autant un bon classement ESG et éventuellement émettre des green bonds? Alors, est-ce que on peut préciser? Alors sur on parle des critères extra-financiers dans la question. Pour les green bonds, je n'ai pas forcément la réponse, mais sur les critères extra-financiers, je pense que justement, c'est peut-être aussi une nouvelle manière de voir les choses. C'est-à-dire qu'on parle souvent des critères ESG. Après, ça dépend aussi de ce qu'on dit dans ESG. Et tout le monde a sa définition de l'ESG. Je pense qu'il y a déjà une nécessité qu'on se mette d'accord là-dessus. Pour que tout le monde aille vers le même chemin. Donc, on parle de taxonomie aussi, justement, sur ces sujets-là. Et puis, il y a des outils aussi qui sont plutôt pas mal sur quel est l'impact environnemental que j'ai. Est-ce que je fais mon bilan carbone déjà chaque année? Est-ce qu'au niveau social et gouvernance au sein de mon entreprise qui est jeune, parce que là, on parle d'une entreprise jeune, est-ce que je le mets en place dès le départ? Est-ce que je suis une entreprise à mission? Est-ce que la politique que je vais mettre en place à la fois de gouvernance partagée dans l'entreprise. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Il y a plein d'outils qui existent aujourd'hui aussi lorsqu'on lance une entreprise, en tout cas une entreprise de ce type-là. Il y a des outils, notamment, je pense à Zeil, qui est un très bon outil justement pour commencer, pour démarrer ce genre de réflexion. Complètement. Alors, j'espère ne pas avoir oublié de questions
Je pense qu'on peut peut-être lire les questions auxquelles j'ai répondu pour le replay, ouais. parce que je ne sais pas si elles sont disponibles sur YouTube. Donc, deux questions très rapidement. Celle de Thibaut. Goodvest, 2 fois moins cher dès le départ, alors qu'il faut beaucoup de volume. Cela nécessite de lever des fonds, avoir des partenariats stratégiques? Non. Et si oui, du coup, cela permet-il de rester vraiment indépendant sur les choix de transparence et de concret décidés au départ? Donc, tout à fait d'accord. Alors, une des raisons pour lesquelles on est 2 fois moins cher aussi, c'est grâce à la technologie et au digital, on n'a pas d'agence. Donc forcément, ça réduit les coûts là-dessus, on va pas se mentir. Et effectivement, les partenariats, c'est pour nous la clé pour acquérir plus vite des clients et avoir un impact plus concret, plus rapide et être moins cher aussi. Et donc, c'est d'où ce partenariat avec Only One. Et enfin, sur le fait d'être indépendant, on a fait le choix dans la sélection de nos fonds de proposer uniquement des fonds sans rétrocession. Il faut savoir que les rétrocessions sont très présentes au sein des fonds dans les assurances-vie. Et choisir des fonds sans rétrocession, ça nous permet d'être indépendant et d'être aligné avec les intérêts des épargnants. Voilà. Eh bien, merci. Merci Joseph d'avoir reprécisé effectivement les réponses de ces questions. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je n'en vois pas. Non? Eh bien, on a pile tenu nos timings. Merci beaucoup d'avoir été tous présents et qu'on se soit unis pour porter la bonne parole autour de ces sujets et de préciser certaines choses. C'était une première pierre à l'édifice, bien sûr, et le sujet, on pourrait aller bien au-delà et beaucoup de choses pourraient encore être dites, mais c'est déjà un angle donné sur l'éthique et le secteur bancaire et surtout comment les citoyens peuvent s'y retrouver face à tout ça. Merci Kamel, Joseph et Léo. Et au plaisir d'avoir de nouveaux échanges ensemble pour porter la bonne parole. Et j'espère qu'on a répondu et apporté quelque chose à notre auditoire. Bonne journée à tous. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Organisation. Merci.